Mary, bienvenue à toi et merci de nous avoir servi ce recueil de poèmes. C'est un recueil d'émotions. Dans ce train de la vie, justement, avant d'y entrer, qu'est-ce que ça fait d'être métisse dans ce pays et d'être métisse vietnamienne? Raconte-nous. Bonsoir à tous et merci d'être venus malgré l'heure. Déjà, je m'excuse parce que j'ai la voix un peu cassée. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être métisse? Je pense déjà que tu as résumé un peu, Nina, tout mon parcours. Avec tout ce que tu as dit, je pense que il est très difficile d'apporter un plus par rapport à ça. Ce n'est pas très facile d'être métisse au Sénégal et encore plus d'être métisse vietnamien. On ne respecte pas forcément toutes les cases de la beauté sénégalaise. Donc on est surtout fiché typé ou atypique. Et le plus souvent, en tant que métisse, les gens essaient de jouer un peu au ping-pong avec toi. Comme anecdote, j'ai été plusieurs fois victime de ça, des personnes qui parlaient Wolof devant moi, croyant que voilà, je ne comprenais pas. Mais ça m'amuse et j'en ris et je capitalise ça comme de l'expérience. De nature, ma vie a toujours été un combat. Ça n'en a pas l'air parce que j'ai l'air de quelqu'un qui, quand elle veut quelque chose, l'obtient. Mais non, je me suis toujours battue pour avoir ce que je voulais et je continue de le faire. Je suis une personne qui aime beaucoup jouer. Et avec ce recueil, j'ai voulu jouer en inversant une pyramide. Donc j'ai commencé par la mort pour dire aussi que la mort peut être synonyme de recommencement et ne pas voir la mort comme une fin en soi. Je refuse personnellement de croire que la mort est une fin en soi. Pour moi, après la mort, il y a autre chose. Et pour moi, ce qu'il y a après la mort, c'est le bonheur. Et j'ai commencé à écrire très tôt, à l'âge de 8 ans déjà, j'écrivais. Mais à la base, je ne me disais pas que j'allais en faire un recueil de poésie, ni même que j'allais le publier. J'écrivais, pour moi, c'était un don, c'était naturel. Pour moi, tout le monde savait écrire, tout le monde savait coucher ses émotions sur papier. Mais c'est en grandissant et au fur et à mesure, en fréquentant des personnes que j'ai su qu'en fait, j'avais reçu un don, celui de pouvoir transcrire en émotion, enfin en écrit, les émotions que je pouvais ressentir ou que certaines personnes pouvaient ressentir. Pour la plupart des gens, la mort est une fin, carrément. On perd la personne n'est plus là. Mais moi, je garde le souvenir de la personne. Et tant que je garde pour moi le souvenir de la personne vit avec moi, la personne est en moi, et la personne est avec moi tout le temps. Pour moi, mon grand-père, il est avec moi partout où je suis, partout où je vais. Même quand je suis tentée de faire des choses qui ne sont pas bien, ou voilà, de céder à des tentations, je me dis que le souvenir de mon grand-père est là, et qu'il ne voudrait certainement pas que je fasse ça. Donc pour moi, la personne est partie, certes, mais son âme est encore là avec moi. Parce que c'est l'amour, justement, la base. Quand tu aimes une personne et qu'elle meurt, qu'elle part, ne te dis pas qu'elle n'est plus là. Non, elle est toujours là avec toi. Et quoi que tu puisses faire, où que tu puisses aller, elle sera toujours avec toi. Elle va veiller sur toi. C'est pour ça que je dis qu'après la mort, il y a un espoir, il y a de l'amour, il y a de la vie. Mary, il y a beaucoup de thèmes sur lesquels vous avez développé. Tu as parlé de la mort, tu as parlé de la tristesse, tu as parlé de l'évasion, tu as parlé de la tentation. Pourquoi ça tombe? Explique-nous. Ok. D'abord, il faut comprendre un petit peu l'esprit du poème, l'esprit du recueil, parce que j'ai essayé en fait de sortir des sentiers battus. D'habitude, quand on lit un livre, on voit qu'on commence toujours par la joie. Il y a toujours de la joie, il y a toujours de l'amour, comme si on cherchait à insuffler encore une seconde vie et tout. Donc, hommage, je rends hommage à ma mère, je rends hommage à mon père, je rends hommage à leur couple, je rends hommage aux personnes qui m'ont marqué, qui m'ont aidé à grandir. Parce que une fois qu'on cède à ces tentations, Dieu met quelqu'un sur ton chemin pour te faire revenir à la raison. Et ce sont ces personnes-là, à ces personnes-là que je m'adresse dans la partie hommage. Et ensuite, je reprends le fil en parlant de la religion, de l'amour et enfin pour les pensées. Donc, somehow, c'est lié. Le premier sentiment que j'ai eu, c'est d'abord de la tristesse.
paradoxalement. Pourquoi? Parce que j'aurais aimé que mon grand-père soit là aujourd'hui. Parce que c'était comme une sorte de pacte qu'on s'était fait quand j'étais plus jeune. De voir aujourd'hui sa petite fille réaliser un rêve d'enfant. Parce que c'était un rêve d'enfant. Et ensuite après, quand j'ai vu la première fois que mon père a tenu le livre, il avait les larmes aux yeux. C'était, je pense, avec Ali. J'étais fière. Et j'étais très fière parce que je me suis dit... tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je suis en train d'entreprendre, c'est justement pour lire la fierté dans les yeux de mes parents. Et si je vois que mon père est fier de voir sa fille aînée accomplir ça, pour moi, j'ai atteint, en tout cas, le premier but que je me suis fixé. C'est vrai que c'est pas facile dans ce pays, et ce que je dis souvent, on a tendance à rendre hommage aux gens quand ils sont morts. Il faut qu'on arrête et qu'on rende hommage aux hommes et aux femmes qui le méritent de leur vivant. C'est très important. Je ne cesse de le dire, et je le dis surtout à chaque fois qu'on perd un grand homme dans ce pays ou qu'on perd une grande dame dans ce pays. Alors un jour où j'étais malade, j'étais en voiture avec mon père et il m'a emmenée à l'hôpital. Donc sur la route, on a vu une fille de la nuit. Et j'ai demandé à mon père pourquoi en tant que femme, elle vend sa dignité comme ça. Parce que je ne comprenais pas. Et mon père m'a dit, il ne faut jamais juger une personne avant de connaître son histoire. Derrière ce visage que tu vois, il y a peut-être une souffrance. Elle a peut-être été abandonnée. Elle a peut-être été victime de sévices corporels. Personne ne sait. Alors il ne faut jamais jeter la première pierre. Ce qui veut dire ici que cette fille qui s'adonne à cette prostitution ne le fait pas pour de l'argent. Elle le fait parce qu'aujourd'hui elle veut voir son enfant grandir demain. Elle le fait par amour, ce qui est paradoxal. Quelquefois on est obligé de faire des choses pour une raison X, Y. On n'est pas obligé de l'exposer. Mais la personne, on va dire, pour qui on le fait, a besoin de savoir. Parce que les gens sont prompts à jeter la première pierre. Donc c'était un peu ça que je voulais retranscrire à travers Une fille de la nuit.